Bienvenue à toutes et à tous à l'épisode d'aujourd'hui de la série Plein Feu. Je m'appelle Andrea Pichet et je suis responsable principale des programmes chez Excellence en Soins de Santé Canada. J'utilise les pronoms elle et la et je suis ravie d'être votre modératrice aujourd'hui. Avant de commencer, je vais passer en revue quelques aspects techniques. Je veux simplement m'assurer que tout le monde a ce dont il a besoin pour profiter pleinement de cette session en ligne. Tout d'abord, veuillez noter que cette session est enregistrée. Nous sommes heureuses d'offrir une interprétation simultanée en français fournie par Boost Events, une filiale de Boostlingo pour cette session. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner le français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran. Si vous ne voyez pas ce menu, vous verrez peut-être 3 petits points. Il s'agit du menu plus ou more. En cliquant dessus, vous devriez pouvoir sélectionner l'interprétation. Nous vous invitons à partager vos questions et commentaires à tout moment à l'aide de notre clavardage, en français ou en anglais. Nous vous encourageons également à répondre aux commentaires et aux questions des autres participants si vous le souhaitez. Ce sera amusant de suivre vos conversations au fur et à mesure. Si vous avez besoin d'aide à tout moment pendant le webinaire, vous pouvez contacter notre assistance technique à l'aide de la fonction de message direct. Je voudrais commencer par vous dire que je me joins à vous depuis mon bureau à domicile à Grimsby, en Ontario, qui est le territoire traditionnel non cédé des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee et Ojibwe-Chippewa, couverts par les traités du Haut-Canada. J'ai récemment eu l'occasion de faire une randonnée dans une magnifique région de mon endroit appelée Niagara Glen, qui offre un paysage magnifique le long du cours d'eau en aval des chutes du Niagara. Ce qui a rendu cette randonnée vraiment spéciale, c'est qu'elle était accompagnée d'une visite audio autoguidée intitulée Rekindling All of Our Relations, donc renouer toutes nos relations. Cette visite offre une belle combinaison de sagesse autochtone et de messages sonores sélectionnés par Michelle Elise Burnett et arrangés par William Reich Jr., 2 membres respectés de la communauté autochtone de Niagara. En repensant à cette expérience et aux cadeaux partagés à travers l'audio dans le contexte du thème de la Semaine canadienne de la sécurité des patients de cette année, qui s'appelle Toutes les voix pour des soins plus sûrs, je me souviens des nombreuses voix de nos communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je vous invite donc, tout au long de la Semaine canadienne de la sécurité des patients, à réfléchir aux voix que vous souhaitez inviter dans vos espaces de manière authentique et significative. Je vous invite également à vous présenter dans le chat et à nous indiquer les terres d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Merci à tous mes collègues de l'ESC en arrière-plan qui vont mettre un lien dans le boîte de clavardage où vous pouvez en apprendre davantage sur votre territoire. Maintenant, on va parler de notre série Plein Feu. Nous allons avoir une discussion ciblée et constructive aujourd'hui. On veut essayer également d'explorer des solutions pour apporter des améliorations durables alors que nous travaillons ensemble pour façonner l'avenir de la qualité et de la sécurité des soins de santé à travers le pays. Aujourd'hui, cet épisode s'appelle De la sensibilisation de la prise de conscience à l'action, donc au-delà des préjudices, vers des soins plus sûrs. C'est donc inspiré du thème de la Semaine pour la sécurité des patients canadienne qui s'appelle Toutes les voies pour des soins plus sûrs. Le thème de cette année est donc une invitation à écouter plus attentivement, à poser des questions importantes et à prendre des mesures significatives ensemble. Des soins plus sûrs ne sont pas le fruit du hasard. Ils nécessitent une responsabilité collective, des conversations courageuses et des systèmes qui laissent place à toutes les voix. Que vous dispensiez des soins, souteniez un proche, dirigez une équipe ou élaborez des politiques, votre voix compte. Cette conversation est l'occasion d'explorer comment nous pouvons passer de la connaissance à l'action et comment nous pouvons ensemble rendre les soins de santé plus sûrs pour tous. Nos panélistes partageront les enseignements tirés de leur travail, de leurs expériences sur la manière dont nous pouvons renforcer la sécurité, instaurer la confiance et susciter des changements significatifs en laissant la place à toutes les voix. Donc, tout au long de la conversation d'aujourd'hui, je vous encourage tous et toutes à réfléchir à la manière de reconnaître, de partager et de célébrer les actions qui rendent les soins plus sûrs. Avec cette approche proactive,
Nous voulons essayer d'explorer, d'apprendre et d'agir avant que les dommages ne se produisent. Elle souligne l'importance de reconnaître et donc de célébrer quand, pourquoi et comment les choses se passent bien, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'apprentissage lorsque les choses tournent mal. Donc, dans le cadre de la Semaine canadienne pour la sécurité des patients de l'ESC, vous trouverez une fiche d'activités que vous pourrez utiliser avec vos équipes et votre communauté pour explorer les gestes quotidiens qui agissent en faveur de la sécurité. Tout au long de ce webinaire, vous êtes invité à partager vos gestes quotidiens en faveur de la sécurité dans le clavardage. Comment est-ce que vous contribuez à avoir un établissement et des soins plus sûrs? Même si cela peut sembler insignifiant, l'utilisation régulière de ces gestes quotidiens peut avoir un impact considérable et ensemble, ils contribuent à jeter les bases d'un système de santé plus sûr. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter nos conférencières qui se joignent à nous. Nous avons Dr Nancy Humber de l'Ilouette en Colombie-Britannique. Nous avons Lorraine Thomas, directrice de Inclusion, Diversité, Équité, Accessibilité et antiracisme, IDEA, Holland Bloor Kids Rehabilitation Hospital, Christy Ruff, directrice générale de la culture et du bien-être à Horizon Health Network, et Harjit Kaur, partenaire et défenseur des patients. Bienvenue à tous. Donc, avant de passer à la conversation, je voudrais vous inviter à vous présenter et à nous parler de votre lien avec le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez tout particulièrement nous dire un peu votre rôle et votre lien au sujet des soins plus sécuritaires? Peut-être aussi ce que ça signifie pour vous, en fait, des soins plus sécuritaires. Je vais commencer par Lorraine. Merci, Andrea. Je suis ravie d'être là avec vous. Comme elle l'a dit, je suis directrice de IDEA en Ontario, à Toronto. Travaille dans les soins de santé depuis plus de 12 ans au ministère et dans des établissements de santé. Je suis ravie de commencer cette conversation parce que les voix ne sont pas toujours toutes entendues. Pour l'inclusion aussi aide à des soins plus sûrs. Je- Personnellement, je représente les femmes noires avec des handicaps et nous voulons donc du respect, de la confiance et une communauté pluriculturelle. Merci. Merci Lorraine. Christy, est-ce que je pourrais vous demander d'allumer votre micro, de nous dire aussi peut-être rapidement ce que signifie pour vous des soins plus sécuritaires? Je m'appelle Christy Roth, je viens de la côte Est, à Saint John dans le Nouveau-Brunswick, qui est le territoire non cédé des Mi'kmaq, Passamaquoddy. Je travaille dans les soins de santé depuis que j'étais enfant, j'ai envie de dire, parce que toujours voulu être infirmière, j'ai toujours voulu m'occuper des gens. Voilà où j'ai commencé ma carrière. Et j'ai l'impression que ça fait même plus de 40 ans que j'ai commencé ma carrière et j'ai été dans les premières lignes en tant qu'infirmière, mais aussi j'ai été travailler en tant que manager, en tant que responsable d'équipe et maintenant même en qualité de directrice. Donc, mon contexte a vraiment ancré ma perspective pour pouvoir me focaliser maintenant pour créer une culture dans mon établissement où la sécurité et l'équité vont ensemble. Je voudrais inclure ces aspects et ces concepts dans toute notre culture. Et pour moi, la sécurité, c'est que tout le monde, peu importe leur rôle, que ce soit un patient, un membre de la famille, peu importe leur identité, leur contexte, tout le monde a une voix, tout le monde est respecté et tout le monde peut aussi contribuer à la prise de décision. Merci Christy, on est ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nancy, peut-être? Vous pourriez allumer votre micro. Merci. Je m'appelle Nancy Humber. Je travaille dans le
territoire Setlaham en Colombie-Britannique où je fais l'expérience de cet environnement magnifique et je suis vraiment reconnaissante pour les personnes qui ont bien pris soin de ces terres. Et ils sont si riches, si beaux. Et donc, même avant qu'il y ait encore des travailleurs de santé ou même avant les hôpitaux, ils étaient déjà là à prendre soin les uns des autres. Donc, je suis, moi, une docteure généraliste. J'ai aussi travaillé dans les salles d'urgence. J'ai une pratique plus ciblée maintenant sur les communautés autochtones. Pour mon travail non clinique, je travaille avec les autorités de santé, parfois. Je fais aussi partie de la commission des services de santé et je fais également partie des physiciens au Canada. Je suis également une mère et c'est un travail qui n'est pas bien payé. Mais je travaille ici dans ce territoire et finalement, je- j'étais en train de me dire hier que j'ai envie de parler de l'inclusivité et l'inclusion. Je voudrais dire que nous sommes plus forts ensemble et notre force collective, lorsque nos valeurs, nos forces sont connectées, quand on essaye vraiment de mettre en lumière les voix les plus diverses, cela vient toujours nous bénéficier. Je travaille donc dans une communauté assez distancée et donc nous essayons de travailler sur des soins qui sont vraiment basés sur l'équipe. On essaye de travailler sur nos interconnexions en tant qu'humains. On veut ainsi célébrer nos forces individuelles dans le collectif et nous essayons de changer un petit peu le système comme cela. Et bien sûr, nous faisons aussi partie du système, mais nos actions peuvent avoir des grands impacts. Merci Nancy. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions dans notre public. J'ai hâte de les entendre parler, notre panel. Arjit, bienvenue. Est-ce que vous voudriez vous présenter, partager peut-être un peu votre expérience et ce que la sécurité veut dire pour vous? Oui, je m'appelle Arjit Kaur. Je viens du Calgary aussi. Je suis une survivante du cancer j'ai été diagnostiquée j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sang et donc je suis une survivante. Et à ce moment-là, j'ai dû vraiment essayer de voir comment j'allais pouvoir faire face à cette maladie et comment est-ce que j'ai pu naviguer aussi les soins de santé, et comment est-ce que j'allais pu aussi, comment j'allais pouvoir utiliser ma voix en tant que patiente. Et donc, je suis maintenant une défenseuse de la condition des survivants du cancer. Comme je suis asiatique, il y a une grande stigmatisation pour les patientes et les personnes victimes du cancer. Et moi, je pense que tout le monde devrait être écouté, tous les patients. Souvent, lorsque les patients et les partenaires et les membres de la famille sont vraiment vus comme des partenaires, alors les voix sont vraiment respectées. Merci, Rarji, tout à fait. Je voulais juste réfléchir encore quelques instants sur ce que vous venez de dire, mais je ne sais pas si vous le voyez tous, mais il y a beaucoup de cœurs qui s'envolent là sur notre écran. On apprécie beaucoup tous ici vos expériences, vos perspectives et ce que vous apportez déjà à la conversation du jour. Le thème, on va dire, central que j'ai pu entendre, c'est le respect. Être entendu, être vu, être respecté. Cela doit être une qualité intrinsèque de notre système. Et Danty, vous avez dit une phrase, vous avez dit, nous sommes le système, nous faisons partie du système. En fait, nous sommes le système. Donc, si on essaie de parler de cela, si nous sommes le système, eh bien, quelles sont les actions que nous devons prendre en tant qu'individus ou dans le contexte de notre organisation qui permettent à d'autres
voie de contribuer à une meilleure sécurité. J'ai l'impression que là, je mets les deux pieds dans le plat et c'est peut-être une question difficile. Mais en fait, c'est ce qu'on essaye d'identifier aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont les grandes étapes, les petites étapes pour pouvoir permettre à d'autres voies de contribuer à des soins plus sécuritaires? Bon, ben Nancy, je viens de vous parler de quelque chose que vous avez dit. Est-ce que vous pourriez rajouter quelque chose? Oui, bah, eh bien, comme je l'ai dit dans mon introduction, en tant que docteur généraliste, selon cette vision-là, au cours des dernières 30 années, j'ai reconnu que je vois des familles, des personnes dans un moment très vulnérable. Je dois respecter cela. Souvent, c'est un moment très vulnérable dans la vie des gens. On est en train de leur parler et ils sont très vulnérables. Il faut être là pour les accompagner. Et comme Arjit l'a dit, il faut écouter, il faut entendre les autres. Et je pense qu'il faut être vraiment engagé envers les communautés autochtones. Parfois, 2, 3, 5 minutes peut vous paraître long en tant que physicien, mais pour un patient, c'est quelque chose de très important. Et dans le système, c'est parfois difficile de faire bouger les lignes et donc prendre ces quelques minutes en plus pour écouter, cela peut faire toute la différence pour le patient, pour créer cette relation de confiance. Et il faut essayer donc d'avoir une absence de préjudice. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Faire l'espace, faire de l'espace, prendre le temps pour eh bien, donner cette force et donner ce temps à ses patients. C'est une sécurité psychologique qu'on oublie souvent dans les soins de santé. Et ici, on n'a pas de mesure, on n'a pas de statistiques pour pouvoir le mesurer. On ne peut pas savoir parfois comment à quel point cette unité ou cette pratique était sécuritaire au niveau psychologique. Je pense que il est important de garder cela en tête. Ça fait également partie de la sécurité et très souvent, c'est presque l'une des choses les plus importantes. Et pourtant, on ne peut pas la mesurer. Merci Nancy. En tant que clinicienne, comment est-ce que vous savez en fait si le patient, la famille, les personnes que vous soutenez se sentent vraiment en sécurité psychologiquement? Comment savoir? Eh bien, pour moi, je ne l'ai pas toujours fait, mais on va dire au cours des dernières 5 années, depuis le Covid, je leur demande toujours à mes patients comment est-ce que s'est passée votre dernière expérience dans l'hôpital. Et ils me disent, et je leur dis, bien, comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer cela cette fois? Donc, quand vous entrez dans l'hôpital, quand vous entrez dans ma pratique, quand vous entrez dans ma salle d'urgence, poser la question est très important. Comment est-ce que s'est passée votre dernière expérience et comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Et souvent, la réponse est quelque chose d'assez simple à réparer là tout de suite. Peut-être qu'on peut aller leur chercher un sandwich. Voilà, parfois c'est simplement, ça fait 10 heures que je suis ici en salle d'urgence, j'ai faim. Donc je pense qu'il est très important de poser cette question et il faut aussi se rappeler que nous sommes le système et que nous avons tous, en tant qu'individus, une responsabilité pour que tout le monde se sente bien en sécurité. Oui, j'ai l'impression que vous avez vraiment tout résumé de manière très bonne. Nous sommes le système, mais nous sommes également les fournisseurs de sécurité individuelle, de sécurité psychologique. Et donc, on peut bien évidemment affecter cette sécurité. Ce n'est pas le travail d'autres personnes, c'est notre travail. Et tout cela a lieu dans des petits gestes quotidiens, des petites actions tous les jours pour pouvoir améliorer cela. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Merci d'avoir aussi créé cet espace sécuritaire. Christy, vous avez plutôt une vision organisationnelle, puisque vous avez beaucoup d'expérience au sein des organisations. Je voulais savoir si vous pourriez partager un petit peu quelles actions vous pensez que les individus ou les organisations pourraient faire pour pouvoir améliorer la sécurité des soins de santé. Oui, bien sûr.
Ce qui m'a beaucoup inspiré au cours des dernières années, c'est que mon fils a eu une leucémie lorsqu'il avait 25 ans et donc j'ai dû trouver mon chemin au sein du système avec mon fils en tant que, voilà, à cet âge-là. Et je n'avais pas vu le système de cette manière-là lorsque j'étais infirmière ou médecin. Quand on est de l'autre côté, qu'on est patient, qu'on est membre de la famille d'un patient, moi j'étais une mère qui essayait bien évidemment de chercher un espace le plus sécuritaire possible pour son enfant. Eh bien, on se rend compte ici de tout ce on est prêt à mettre en place pour améliorer la sécurité. Il y a plus d'intention. Et lorsque nous sommes infirmières, bien évidemment, il y a tout ce qu'il y a de tous les aspects tous les aspects de sécurité qui sont importants, de se laver les mains, etc. Mais cela n'a pas cet aspect personnel qu'on peut avoir quand on est de l'autre côté. Donc, ça a été pour nous un chemin très long. Il y a eu même une transplantation, etc. Et cela a totalement changé comment je vois l'importance de la création de politiques, comment nous pouvons faire des formations et comment on peut également expliquer au personnel qu'il ne s'agit pas seulement de cocher des cases. On est en train de changer la vie des gens et si cela arrivait à un proche à nous, on pourrait peut-être faire les choses différemment. Il faut donc penser à comment cela va impacter la personne, plutôt que, voilà, on a toujours fait comme ci, on a toujours fait comme ça, et voilà. Maintenant, je travaille au sein d'organisations et j'influence la création de politiques, des formations et je fournis également des formations pour des employés pour s'assurer qu'ils peuvent donner des soins qui soient vraiment compétents en termes culturels. Et je vois la chose totalement différemment maintenant. Je pense que ces expériences nous façonnent, nous changent. Et si on ne permet pas à ces choses-là de nous affecter, à nous impacter, je pense qu'il ne faudrait pas créer de politiques. On ne pourrait pas être autour de la table de discussion pour cela. Nous voulons prodiguer des soins exceptionnels tous les jours à nos patients. Je suis privilégiée d'être à la tête d'une équipe qui cherche vraiment la sécurité pour les patients. Si on réfléchit à la mondialisation, il y a tant de personnes qui viennent aussi ici dans la côte Est, la côte orientale du Canada. Nous avons beaucoup de cultures, c'est très multiculturel, beaucoup de différents systèmes de croyances. Donc, au sein de notre système hospitalier, eh bien, il fallait s'assurer que nous puissions donner des soins sécuritaires en termes de différentes cultures aussi. Donc, il fallait changer la manière dont nous donnions des soins et il a fallu vraiment mettre ceci au cœur de nos équipes. Oui, merci beaucoup. J'imagine un scénario, bon, peut-être on va contextualiser ça, mais nous sommes aujourd'hui dans un contexte très compliqué. Dans les soins de santé, nous avons moins d'employés, nous avons de ruptures des stocks en termes de de fourniture médicale. Nous avons beaucoup de complexes conflits. Nous avons une population aussi qui vieillit. On peut voir qu'il y a vraiment une tempête, un vortex en ce moment. Et peut-être pour les personnes qui n'ont pas encore fait l'expérience des soins du tout, la personne qui n'a peut-être jamais eu l'intensité comme vous l'avez eu par exemple, de devoir avoir un membre de sa famille qui doit faire face à ce système. Euh, pour quelqu'un qui veut peut-être qui n'a donc pas de relation directe avec l'aspect sécuritaire de son travail, mais qui va commencer une formation en se disant, oh, je n'ai peut-être pas besoin finalement de cette formation. Mais en fait, on sera tous au final des familles, des membres de famille ou des patients nous-mêmes. Donc, je pense que d'avoir une bonne intention est vraiment très importante, c'est-à-dire que cette qualité soit vraiment intrinsèque à nos services. Simon Sinek est l'un de mes auteurs préférés. Il dit qu'il faut commencer par le pourquoi. En fait, il faut toujours se poser la question pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose? Parce qu'en fait,
c'est là qu'on trouve la motivation. Donc, en tant qu'administrateur, il faut s'assurer que les personnes comprennent leur pourquoi. C'est ça qui vient ramener une formation à quelque chose de plus personnel, où les gens peuvent connecter, en fait. Et donc, avoir des investissements réguliers sur ces formations-là aura forcément de de très bons bénéfices. Il faut tous avoir des valeurs très fortes. Et c'est le cas de tout le monde. Je pense que toutes les personnes qui travaillent dans les soins de santé sont venues pour pouvoir aider les autres, non pas pour obtenir des salaires faramineux, etc., hein. En général, on a tous envie de faire une différence dans la vie des autres. Et ce n'est pas facile du tout. Vous êtes sûr? Vous avez raison. Et nous sommes dans un contexte très compliqué, très complexe. Donc, je pense qu'il est important de s'écouter les uns des autres, écouter les patients. Comment est-ce qu'on pourrait faire que ça marche pour vous? Comment est-ce que nous pouvons améliorer les choses et considérer bien évidemment leurs commentaires, le retour et les retours des équipes au lieu de leur dire simplement, eh bien, il faudra que vous fassiez cela. Oui, tout à fait. Merci, merci d'avoir parler de la narration aussi et du pourquoi, parce que c'est très important dans ce mouvement. Comment est-ce qu'on raconte un récit? Comment est-ce qu'on raconte une histoire pour qu'elle soit plus personnelle et pas complètement théorique? Quelque chose qui vient nous rapporter à nous-mêmes, à nos familles, à nos proches. Donc, quand on pense aux personnes clés pour améliorer cette sécurité, on parle des patients, des cliniciens, des familles. Il faut aussi parler de notre département de communication. euh, c'est ces personnes-là qui vont parler et raconter ces histoires. Je sais maintenant, Ariette, que vous parlez donc, Ardit, pardon. J'aimerais savoir ce que vous faites vous personnellement au sein de votre organisation pour pouvoir améliorer l'accès de plusieurs voies dans l'amélioration de la sécurité des patients. Oui, je voudrais continuer sur ce qu'a dit Christine. On essaie de créer donc des endroits où les voix peuvent être là. Et je pense qu'il faut une intention. Je pense qu'il ne, on n'est pas seulement en train de dire remplissez ce questionnaire. Ensuite, il y a une plateforme qui doit être formalisée. Elle doit également être soutenue par l'équipe de direction. Donc, c'est peut-être un formulaire comme ça. Je pense que beaucoup d'entre vous ont cela. Mais je pense que il s'agit donc d'aller au-delà de ça et vraiment d'avoir les valeurs au sein de l'organisation. Christy, vous avez également parlé du personnel et du récit, de la narration. Je pense que quand tout le monde est en bonne santé, tout le monde, quand tout le monde se sent bien, tout le monde se sent bien. Mais on a tous des phases de nos vies différentes. Et par exemple, pour les femmes, la ménopause et ensuite vieillage, etc. Donc, je pense qu'il faut soutenir le fait que les gens doivent se rendre compte que cela va nous concerner tous à un moment donné. Tous et toutes. Peut-être que ce n'est pas votre situation là tout de suite, vous n'avez pas besoin de soins, mais vous en aurez besoin. Je pense que c'est vraiment très important de ramener ça à l'individu lui-même, qu'il se rende compte que c'est la vérité. Je voudrais parler de la plateforme de leadership familial. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont co-façonné cela. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui l'entendent pour la première fois. Je voudrais savoir si vous pourriez nous parler un petit peu plus des mécaniques de cette plateforme pour pouvoir savoir comment est-ce que cela permet de faire entendre les voix de plus de familles et de patients. Désolée, Lorraine, vous êtes encore en sourdine. Allez-y. Est-ce que vous pourriez rappeler la première partie de la question? Oui, bien sûr.
Par rapport à cette plateforme de leadership familial, comment est-ce qu'elle fonctionne? Peut-être que tout le monde ne connaît pas cette plateforme. Quand vous dites que vous avez cette plateforme, est-ce qu'il s'agit ici d'inviter les personnes à venir partager leurs commentaires régulièrement? En fait, comment est-ce qu'elle opère, cette plateforme? Merci. Donc, c'est le programme de leadership familial. C'est basé sur des valeurs centrées sur les soins. C'est aussi pour la santé des jeunes, des familles. Et c'est également en partenariat avec différents hôpitaux. Et nous avons eu également des commentaires des familles. Et donc, nous avons une faculté des familles. Nous avons des membres de famille qui sont des mentors, qui viennent soutenir d'autres familles dans leur chemin, dans leur trajectoire. Nous avons également différents ateliers et formations qui viennent informer sur ce thème. C'est donc une nouvelle initiative de l'hôpital. Voilà, tout simplement, c'est une plateforme de formation continue. Et on veut vraiment s'assurer que ce n'est pas simplement juste quelque chose d'autre. Et que c'est très divers également. Nous voulons nous assurer que ce n'est pas simplement une famille qui participe, mais tout le monde. euh, Essayer également de motiver, et de stimuler d'autres familles, et que tout le monde puisse avoir une voix. C'est super, merci d'avoir partagé cela pour les personnes qui n'ont pas de système de ce type, où vous n'avez pas d'engagement de la part de vos membres de la communauté. Vous pouvez vous inspirer un petit peu de ce qu'a dit Lorraine, hein. Je pense que c'est vraiment important. Ici, vous avez cette faculté familiale, etc., cette fac familiale, on va dire, et donc cela vient réorganiser un petit peu les personnes qui peuvent prodiguer les soins, et des familles qui peuvent également aider les autres familles, etc. Donc, vous allez avoir, Lorraine, je pense que d'autres personnes vont peut-être vous contacter par rapport à cela. Ardit, je voudrais vous parler de ce dont ce qu'il faut pour pouvoir permettre à un patient de contribuer à cela. Moi, personnellement, j'étais une immigrée quand j'ai été diagnostiquée, donc c'était vraiment difficile. En plus, je n'avais que 32 ans. Et ça a pris 3 mois pour qu'il me diagnostique mon cancer. Ça faisait 3 mois, donc j'étais malade et je n'avais aucune idée à ce à quoi pouvait ressembler le cancer, ce à quoi ma vie pouvait ressembler, pardon, après le cancer. Et donc du diagnostic à la chimiothérapie, les rayons pendant le Covid aussi, j'ai pu avoir beaucoup de... J'ai pu vraiment comprendre le système. Et moi, personnellement, j'avais encore un travail à temps plein et on m'a dit, ah bah, prends simplement ces médicaments. Mais donc après, j'ai eu une transplantation de cellules mères et j'ai été isolée pendant le Covid. J'avais pas de membres familiaux. Personne n'était là avec moi. J'étais vraiment isolée. Et là, j'ai réalisé que je devais écrire ou je devais parler de mon chemin, de ma trajectoire, de mon aventure. Parce que je me suis dit, si jamais je ne survis pas, quelqu'un doit le savoir. Et il y a une stigmatisation. Et le cancer a affecté toute la famille à ce moment-là. Donc, j'ai déjà commencé à utiliser ma voix en ligne, j'ai commencé à parler en ligne et je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider, quelqu'un qui est en train de vivre la même chose et qui pourrait connecter un petit peu à mon expérience. Et donc, j'avais la chimiothérapie, les rayons.
le transplante et personne ne m'a parlé de la perte de fertilité, de la ménopause précoce. Et je me suis posé des questions. Pourquoi c'est comme ça? Et comment est-ce qu'on pouvait ne pas avoir les informations sur tout cela? On n'était pas, on n'était pas au courant. Bien sûr que ces patients doivent être traités de manière la plus humaine possible, pas seulement comme des patients. Et bien évidemment, il est tellement difficile de comprendre tout en tant que patient. Et donc, pour moi, le récit, la narration est quelque chose de très important pour le changement, pour avoir une meilleure compréhension des autres aussi. Il y a aussi, parfois, les infirmières, les docteurs ne savent pas en fait ce qu'on est en train de vivre. Ils ne savent pas aussi ce que c'est d'avoir une voix diverse. Peut-être que je comprends bien l'anglais, bien sûr, parce que je suis une défenseuse de cela, mais il y a peut-être des personnes qui ne parlent pas si bien l'anglais, qui ne comprennent pas bien le jargon. Donc cette grève de cellules souches a été quelque chose de compliqué, bien évidemment. Et donc, il a été très important de pouvoir avoir autour de moi des membres de la communauté, de créer aussi des panels, des forums de discussion où les patients peuvent partager aussi leur expérience vécue et peuvent donner aussi leur retour aussi au système de soins de santé pour les éclairer un petit peu de ce qu'on est en train de vivre. Vous êtes vraiment courageuse, mais je sais que c'est pas vraiment la vérité de tout le monde. Et cela, c'est pas vraiment non plus la culture de tout le monde de parler de leur diagnostic, de leur peur, de leur expérience passée. Alors ma question, en fait, c'est plus de quoi ça a l'air, enfin, lorsque vous êtes dans une salle de traitement avec un fournisseur de soins de santé et il crée un espace sûr. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que les participants d'aujourd'hui sachent concernant ces interactions? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à ce moment-là? Qui, qu'est-ce qu'ils peuvent dire qui va faire la différence, disons, pour les personnes qui ont peur, qui n'ont peut-être pas le courage naturel de partager leur peur. Eh bien, j'ai un exemple lorsque l'on m'a dit que que j'étais en phase 4, j'étais dans la salle et on allait partir parce que j'avais été malade pendant 4 ans, j'avais pas de réponse et donc les médecins sont rentrés dans la salle. Moi, j'étais dans mon lit et ce médecin est rentré. Elle m'a dit, vous pouvez pas partir, vous avez reçu, on a un diagnostic. Et moi, j'ai dit, de quoi il s'agit? Et alors, elle m'a tout simplement dit le nom scientifique de la maladie. Et bien sûr, moi, je comprenais pas du tout. Je savais pas ce que c'était parce que moi, j'avais jamais entendu quelqu'un en parler chez moi, dans ma famille. Et elle a dit ces mots-là. Et alors, à ce moment-là, elle a dit, bah, vous avez le cancer du sang, phase 4. Et alors, quand elle l'a dit, moi, j'ai juste pensé que j'étais finie, que tout était fini pour moi, que j'allais pas survivre. Et je pense qu'à ce moment-là, lorsque on vous donne un diagnostic, et moi je pense qu'à ce moment-là, je sais pas ce que le ton devrait être, mais peut-être, enfin, il faut leur faire comprendre aux patients que c'est un cancer, que ce qui va se passer, comment on va les traiter et ne pas leur dire tout simplement phase 4, vous avez un cancer. Enfin, parce que c'est un message qui me dit voilà, tout est fini. Donc, surtout lorsqu'il y a quelqu'un dans la salle, il y avait ma mère qui a juste entendu le mot cancer, elle a commencé à pleurer et moi, je pouvais pas réagir parce que je sentais que c'était
tout simplement tout trop direct. C'était juste trop dur pour elle et en tant que patient aussi. Bon, donc, il faut avoir cette conversation d'une autre manière. Moi, je suis pas une personne qui s'occupe de soins de santé, qui est formée pour cela, mais avoir cette conversation de manière plus lente pour les faire comprendre. Évidemment, il y a des aspects culturels lorsqu'on parle du cancer et la religion parce que le cancer est un tabou, c'est une stigmatisation, les gens pensent que c'est associé au karma, que c'est contagieux. Enfin, moi j'ai beaucoup parlé de cela et très peu de personnes dans le système de soins de santé savent que c'est une stigmatisation et un tabou dans notre culture, dans notre communauté. Donc comprendre que chaque communauté, chaque culture, enfin, qu'est-ce que c'est que le cancer pour eux, pour leur famille, donc, juste avoir cet aspect, comprendre ça. Je vais faire une petite pause ici et inviter les autres membres ici du panel de la conversation pour voir s'ils souhaitent participer ou dire quelque chose par rapport à ce que Arjit a partagé avec nous du point de vue de leur organisation ou réfléchir sur certaines des notions, sur ce que l'on peut faire pour aider les patients et leurs familles, en particulier lorsqu'ils reçoivent des mauvaises nouvelles. Alors moi, je voudrais dire tout simplement que j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et je ne savais pas cela. Et je pense que il faut rester ouvert et sensible aux différences culturelles et avoir des conversations ouvertes parce que peut-être que je ne sais pas, peut-être que enfin, en tout cas, moi, ce que je veux, c'est apprendre et prendre le temps d'apprendre. Et en tant que fournisseur de soins de santé, il faut être ouvert à reconnaître qu'il y a des écarts dans nos connaissances concernant les différentes cultures, les différentes religions et être ouvert à apprendre davantage et s'assurer que les patients savent que nous sommes ouverts et que nous voulons apprendre davantage. Et donc, je vous remercie énormément d'avoir partagé cela aujourd'hui. J'ai appris quelque chose et j'apprécie cela énormément. Je pense que il faut toujours reconnaître qu'il y a quelque chose à apprendre tous les jours pour pouvoir nous occuper mieux de nos patients. Merci, Christy. Nancy. Oui, alors vraiment, j'apprécie énormément le partage de Harjit. C'est très courageux et j'ai aussi appris quelque chose en vous écoutant. Je me demandais du point de vue d'un médecin, parce que voilà, c'est ce que moi j'apporte. Je pense que lorsque l'on rentre dans la salle, il y a une hiérarchie automatique, parce qu'on a l'information du diagnostic que le patient n'a pas et donc, la présentation de ces informations exige des capacités, des compétences de communication de collaborateurs avec le patient. Et s'il y a donc cette tentative d'aplatir la hiérarchie, donc je pense qu'avant de partager l'information, il faut penser où nous sommes, comment je vais partager ces informations, est-ce que je sais déjà pour et créer un espace pour comprendre comment communiquer pour que la communication, afin qu'elle soit partagée de manière égale, puisse comprendre où se trouve l'autre personne. Et cela inclurait votre maman, puisqu'il y a un membre de la famille présent dans la salle. Et donc, s'arrêter avant de partager des renseignements pour comprendre d'une manière non hiérarchique. Il faut vraiment savoir où se trouve la personne. Et en fait, ce moment-là n'est pas un bon moment pour une variété de raisons dont vous n'avez pas conscience. Donc, tout d'abord, comprendre et demander avant de partager les informations et dire, bon, qu'est-ce que vous savez déjà pour pouvoir parler à la personne. Et je pense que c'est ce que j'ai appris en écoutant votre histoire. Et nous engager, disons, à aplatir la hiérarchie avant de commencer cette conversation. Merci Nancy.
Et ça me rappelle aussi à autre chose que j'ai appris concernant, disons, l'introspection au début, comprendre où se trouve la personne au début de la communication. Euh, concernant le partage et la fin de la conversation et poser des questions concernant où nous nous trouvons à la fin. Est-ce que vous avez plus de questions et essayer de voir comment vous vous sentez à la fin de la conversation. Euh, et si vous souhaitez ajouter quelque chose. Oui, ben, moi je me souviens que moi je disais voilà, moi je suis consciente de ce qui se passe et souvent les personnes ont besoin de temps pour réfléchir et pour digérer des informations. Euh, sans que personne leur parle. Donc, il y a aussi cette importance de pouvoir finir cette conversation. Faut-il nous éloigner? Faut-il qu'ils aient un moment pour eux? Ou est-ce que c'est quelque chose, enfin, le style de communication est tel que la personne a besoin de parler de ces questions parce que tout le monde est différent. Mais si on ne pose pas la question de comment ça va et quelle serait la meilleure étape à suivre à présent, eh ben, en fait, on ne sait pas quelle est la meilleure étape à suivre. Et peut-être qu'en fait, il s'agit il faut tout simplement vous laisser toute seule avec votre maman et revenir plus tard pour avoir une nouvelle conversation, pour répondre à vos questions et pour discuter des étapes à suivre. Oui, c'est une excellente proposition. Je ne sais pas que moi j'ai vécu déjà une expérience semblable, mais j'imagine que ça pourrait avoir une grosse différence, surtout pour les personnes qui reçoivent des nouvelles qui peuvent changer leur vie. Dites, qu'est-ce qui, est-ce que vous avez aussi parlé des soins qui soient cohérents vis-à-vis des cultures. Et je me demande, de quoi est-ce qu'on parle de soins cohérents vis-à-vis de la culture? Euh, Lorraine, est-ce que vous pourriez lancer cette conversation, inviter les autres membres du panel à rajouter cela sur cette table ronde? Alors, je vais peut-être parler de mon expérience personnelle tout d'abord. Lorsque l'on parle, enfin moi, je vais parler de mon expérience du handicap et je souffre d'angoisse, d'anxiété lorsque je m'approche aux professionnels de soins de santé, surtout concernant la communication. Je pense à la manière dont je vais parler avec eux. Je sais qu'il y a beaucoup d'anxiété avec le personnel clinique. Qu'est-ce qui se passe si je fais une erreur? Mais je pense qu'en fait, on n'est pas parfait. On n'est pas censé connaître toutes les réponses. Alors, moi, je me souviens, il y a quelques années, je devais passer à un ultrason. C'était pendant la Covid. Et on passait seulement une personne à la fois. Alors, j'ai informé la technicienne de la situation. Elle a été parfaite. Elle n'a pas du tout parlé. Et elle a juste mimé ce qu'il fallait faire. Et du coup, on a eu une discussion parfaite. C'était génial. Et quand on parle de la cohérence culturelle, je ne sais pas si il s'agit d'être compétent, mais vraiment, il s'agit d'être humble. En fait, c'est de réaliser que je ne sais rien sur vous. C'est impossible pour moi de connaître votre expérience. Il s'agit plutôt d'être curieux, d'être enthousiaste. Comment est-ce que je peux parler de manière que cela soit pratique, que cela soit tangible, que cela ait un sens pour vous?
Merci Lorraine. C'est vraiment excellent. Votre partage était vraiment un rappel du fait que la perfection n'est pas l'objectif, ce n'est pas un objectif qu'on puisse atteindre. Ce n'est pas ici, ce n'est pas réel, mais l'on y travaille par le biais de l'humilité, de l'honnêteté, de la curiosité. Il s'agit du souhait de vouloir savoir comment la personne se sent et quels sont donc les dons que la personne peut transmettre à travers cette interaction. Et qui d'autre voudrait participer? Euh, nos expériences sont tellement uniques. Je sais que Christy, Harjit, Nancy, peut-être d'autres choses à abonner à la conversation. Eh bien, dans mon travail, j'ai eu le luxe de recevoir un peu d'orientation de la part de la part des personnes âgées et en tant que de la part de nos anciens. Et c'est en fait notre obligation de savoir où nous sommes et comment aller de l'avant. Et ça, je le sais. Je trouve que si la manière dont nous fournissons des soins, c'est excellent, mais souvent ça n'a rien à voir avec l'humilité culturelle. Souvent, une réunion du point de vue culturel dans la famille, c'est tout simplement d'être assis en silence et de ne pas parler et juste de recevoir le langage corporel, les interactions et de construire une relation fondée sur la confiance avant que toute autre chose ne se passe. Et je me souviens qu'une personne m'a dit une fois, comment est-ce que je peux prendre un médicament que tu as prescrit si nous ne nous connaissons pas, nous n'avons pas une base de confiance établie. Et pour moi, ça a été une interaction impressionnante parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai juste vu quelqu'un qui avait une hypertension. Je voulais tout simplement lui donner un médicament. Je pensais que ça allait être une interaction de 10 minutes de mon point de vue occidental, post-colonialiste, mais il n'y avait pas à avoir d'ordonnance dans cette visite. On a eu droit à 3 visites supplémentaires pour construire la confiance afin de pouvoir lui donner une ordonnance. Donc, moi, si j'allais lui poser une question, j'aurais pu partir en lui donnant une ordonnance, alors que cette personne n'avait aucune intention d'apprendre ce médicament. Et j'ai eu le luxe de comprendre qu'avant que quelque chose se passe, euh, il fallait dévouer plus de temps, plus de visites pour que cette étape ait lieu, cette construction de confiance. Et donc, cela me guide. Et maintenant, je me rappelle toujours de demander aux gens comment est-ce que je peux vous aider. Voici les informations que moi j'ai du point de vue de ma formation occidentale en tant que médecin. Et maintenant que vous savez cela, comment est-ce que je peux vous aider? Quelle serait l'étape suivante? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Qu'est-ce que je peux vous offrir en tant que médecin pour arriver à rendre plus facile les étapes suivantes et peut-être ne pas donner du tout de médicaments pendant plusieurs mois. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui me met très mal à l'aise. C'est peut-être quelqu'un qui a une diabète qui n'est pas du tout sous contrôle, mais c'est ce qui est nécessaire parce que c'est là que se trouve le patient à ce moment-là. Merci Nancy. En fait, j'admire énormément le courage de cette personne qui a pu vous dire correctement qu'ils avaient besoin de plus, qu'ils avaient besoin de construire d'abord la confiance. Je ne sais pas combien de personnes auraient l'audace de le dire. Je pense que la plupart de personnes prendraient l'ordonnance et tout simplement ne la demanderaient pas parce qu'ils se sentiraient dirais, bon, on va chez quelqu'un d'autre et peut-être je vais obtenir une autre réponse. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres résultats possibles pour ce scénario. Donc, vraiment, je pense que cette personne a dû être très courageuse. Et je pense que beaucoup de ce qu'on a parlé dans cette conversation sont des manières pour augmenter
augmenter la probabilité de quelqu'un qui va dire on doit augmenter la confiance et j'en ai besoin. Je ne suis pas prête. Et je pense que ça, c'est vraiment un cadeau pour ce panel aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons partager davantage concernant cette compétence? Et je reviens en tant qu'administrateur et je parle de notre responsabilité pour ajouter ces compétences aux employés en soins de santé. Et je reviens sur un inventaire de développement interculturel. C'est une opportunité pour prendre un test validé et voir où nous nous trouvons quant à nos compétences culturelles et aussi avoir une conversation avec un facilitateur formé et nous dire, bon, où est-ce que je peux encore me développer, où est-ce que je peux encore améliorer en tant que leader dans notre organisation. Et nous commençons avec le département de ressources humaines pour renforcer les compétences, mais je pense que prendre, enfin décider de déterminer où nous sommes et après déterminer où nous avons besoin de croître, c'est très important et être en mesure de dire qu'il y a encore beaucoup d'espace pour croître et j'ai beaucoup aimé les exemples que le docteur Humbert nous a dit et aussi ce que Lorraine nous a dit, être vulnérable, reconnaître que nous souhaitons voir aider les personnes là où elles se trouvent. Mais je pense qu'il y a vraiment des points tangibles qu'on peut prendre en main pour aider à construire les équipes dans nos soins de santé, dans nos équipes de soins de santé. Et souvent, ça n'a pas lieu. Il faut fournir des opportunités pour les personnes pour qu'ils puissent développer ces compétences culturelles en eux-mêmes. Oui, et Chrissy, enfin, j'aimerais que vous restiez en ligne pour continuer sur un sujet important associé à notre force laborale plus jeune et plus forte. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, les temps sont difficiles, les ressources euh, sont réduites. Nous sommes après le Covid, les forces sont réduites et donc je pense à l'expérience des nouveaux diplômés, des nouveaux changements de carrière, aux nouveaux professionnels qui n'ont pas l'expérience, qui peuvent les aider et les situations difficiles. Alors, comment est-ce que nous aidons, enfin, quels conseils pouvons-nous leur donner à ces personnes qui se trouvent dans ces situations lorsqu'on parle de contribuer à des soins de santé plus sûrs? Ah, mais quelle excellente question! Et elle n'est pas facile à répondre. Alors, bien sûr qu'on leur donne la bienvenue tout le temps, hein. Ils sont frais, ils souhaitent un monde idéal. C'est leur expérience pendant leur éducation et ils arrivent à cet endroit de travail et ils n'ont pas d'expérience et la résilience, c'est dur parce que vous êtes nouveau et il y a beaucoup de choses qu'il faut affronter et je pense que le mentorat est en fait un facteur très important pour toutes les nouvelles embauches et avoir des personnes qui sont d'accord, qui sont prêts à comprendre leur travail afin de pouvoir surtout, enfin, on écoute certains employés et certains patients ici qui auraient une influence merveilleuse pour ceux qui viennent dans les organisations. Donc, il faudrait peut-être parler avec ces personnes-là qui veulent investir dans les vies des gens, qui veulent leur donner une opportunité, les reconnaître parce que c'est eux qui font leur travail. Donc, si on va essayer de les intégrer dans un système difficile, eh ben, il faut être préparé pour leur offrir un appui pendant leur itinéraire professionnel. Et j'espère que toutes les nouvelles embauches est un privilège et l'opportunité de pouvoir interagir avec les gens de la manière que nous, on l'a fait aujourd'hui et qu'ils puissent garder l'étincelle qu'on souhaite qu'ils gardent afin de pouvoir fournir des soins excellents. Mais cela n'a lieu
qu'avec une intention et pas par accident. Oui, merci Christy. J'espère que les gens aient le privilège de faire des erreurs de manière avec un soutien. Nous sommes des êtres humains, nous travaillons dans des contextes très complexes, donc c'est difficile. Euh, Ils font de leur mieux pour fournir le meilleur soin possible. Oui, et je voudrais ajouter autre chose et après je vais m'arrêter. Mais vous avez parlé de sécurité psychologique et ça, c'est aussi euh, quand dans des situations qui sont très difficiles, chargées culturellement, on fait des erreurs, on apprend de nos erreurs. Et toutes les cultures ne sont pas pareilles. Et faire une erreur, cela peut vouloir dire pour eux qu'ils vont être déportés. Une erreur, c'est peut-être que leur famille doit quitter le Canada. Je, com- euh, je ne comprends pas ce qui est sûr dans cette culture. Et donc, il faut vraiment informer nos nouvelles embauches qu'au Canada, nous avons une culture de sécurité. Ça inclut de dire quelles sont les erreurs que nous avons faites. Et c'est pour ça que je suis passionnée parce que j'ai vécu des expériences avec des employés qui avaient peur de présenter un rapport d'incident à cause de leur statut migratoire. Je pense qu'il faut y penser dans le système hospitalier, lorsque nous donc il faut oui, alors moi j'ai vu beaucoup de réponses empathiques chez les personnes qui sont avec nous. Lorraine, j'aimerais bien écouter les conseils que vous donneriez aux nouvelles embauches dans les soins de santé. Donc, il ne s'agit pas simplement du confort. Il faut également créer un espace où on peut parler de nos inquiétudes. Il est important d'avoir la capacité de faire cela. Il est aussi très important de pouvoir faire des erreurs. Il est important de pouvoir confesser quelque chose aussi. Il faut aussi reconnaître des fois quand on est mal à l'aise, quand on doit avouer quelque chose. Parfois, on ne veut pas admettre quelque chose, on n'est pas à l'aise. Mais on essaye souvent d'éviter d'être mal à l'aise. Et donc après, on peut avoir un débat. Est-ce que un débat, ça peut être juste, ça peut être faux? Est-ce qu'on va avoir un dialogue? Est-ce qu'on va avoir une discussion? Un dialogue veut dire que on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec l'un ou l'autre, mais on a entendu l'autre personne. Pour les nouveaux employés, je pense qu'il faut bien écouter. Pour les nouveaux patients également, il faut simplement s'écouter. Soyez présents, car parfois on pense encore à ce qu'on va faire, la prochaine action, etc. Et on n'est pas là avec la personne au final. Parfois, c'est ça dont le patient a besoin, c'est d'être respecté dans son espace, au présent. Il y avait énormément de choses dans cette réponse. Je vais faire une petite pause. Cette nuance entre le débat, la discussion et le dialogue, je n'avais jamais vraiment réalisé en fait les différences.
Et c'était quelque chose de très intéressant pour moi de distinguer les différences. Quand on discute quelque chose, quand on parle de quelque chose, en fait, on essaye souvent simplement de passer outre les choses qui nous mettent mal à l'aise. Alors que le dialogue, en fait, c'est quelque chose qui nous permet de parler des choses qui nous mettent parfois mal à l'aise et c'est OK. On a le droit de parler de tout cela et on a le droit d'écouter les deux parties prenantes. Nancy, est-ce que vous voudriez dire quelque chose, peut-être quelques des conseils, pardon, par rapport à votre équipe? Comment est-ce qu'on peut contribuer? Je suis encore en train de réfléchir à ce que Lorraine disait. Ça a eu beaucoup résonné chez moi. J'aime l'idée d'avoir des conversations qui nous mettent mal à l'aise, qui puissent être, eh bien, OK, tout simplement. Et je voudrais aussi dire que si tout le monde travaille ensemble en équipe, ça ne veut pas forcément dire que l'équipe fonctionne bien. On essaye de faire des soins basés sur les équipes, on essaye d'avoir des nouveaux employés et de les mettre dans une équipe et on attend d'eux ils trouvent la même place un peu que la personne d'avant qu'ils remplacent ou que l'équipe aura la même énergie qu'avant et ce n'est pas le cas. Je pense que le, plus- la communauté, c'est plus que si on nous met tous bout à bout. Mais cela fonctionne que si on a des valeurs partagées. En tant que communauté, cela fonctionne seulement si on sait travailler en équipe. Il doit y avoir des sagesses interpersonnelles, il doit y avoir une richesse de diversité. Et lorsqu'on réfléchit au fait que nous sommes l'équipe, nous sommes le système, eh bien, il faut essayer de réfléchir à deux différents niveaux. Au niveau individuel, comment est-ce que je vais vraiment être un collaborateur et un membre d'équipe avec mon équipe et avec mes patients? Et comment est-ce que je vais aussi être un membre d'équipe au sein du système? Ces choses ont besoin de réflexion, ont besoin de temps. Et comme Lorraine l'a dit, il faut aussi avoir des conversations courageuses qui nous mettent parfois mal à l'aise. Mais en fait, on grandit toujours et les équipes seront beaucoup plus résistantes si elles arrivent à faire cela. Et c'est ainsi qu'elles peuvent mieux fonctionner. Donc, je voudrais vous dire que les nouveaux employés doivent comprendre cela. Et ce n'est pas parce qu'ils rejoignent une équipe qu'elle va être parfaite tout de suite. Donc, il faut qu'ils jouent leur rôle. Autre chose que je voudrais ajouter par rapport aux nouveaux employés, c'est l'importance de la communication. Dans notre monde hautement technologique, cela peut nous aider. Cela peut nous aider à connecter avec les patients, avec leurs familles, en temps direct. Et il faut être des communicateurs excellents. On doit utiliser les outils que nous avons. Donc, on a les outils technologiques, mais on a aussi les tableaux blancs, on a aussi les iPads. On doit aussi permettre aux personnes de répondre à certaines questions et de revenir le lendemain avec les réponses, parce que tout le monde ne peut pas forcément réfléchir là tout de suite. Peut-être qu'on peut essayer aussi de parler aux familles grâce à des appels vidéo. Donc, ce sont des solutions assez faciles et ce sont des choses qui peuvent vraiment faire la différence, aussi dans le contexte de la communication avec les familles des patients. Et il faut aussi rappeler aux personnes que c'est leur responsabilité, c'est pas celle du système, c'est la leur c'est leur responsabilité d'être donc un communicateur ou une communicatrice excellente ou excellent. Il est également important donc de considérer la sécurité psychologique, comme je le disais avant. Il est difficile de mesurer cela, mais il est important de prendre cela en compte. Donc, si vous demandez à vos patients, c'est la chose la plus importante à faire. Posez cette question. On peut aussi donc demander par rapport
à leur expérience passée dans ce milieu. Il est vraiment important de connaître en fait leur expérience précédente afin de pouvoir les améliorer. Merci Nancy. J'ai l'impression que l'arc-en-ciel que vous avez, de votre discours, c'est que il faut que tout le monde finalement soit un leader dans les équipes hospitalières et les équipes de soins de santé. Il faut que tout le monde puisse avoir assez de motivation pour pouvoir se dire, je vais agir en tant que leader et je vais, malgré, peu importe mon rôle, je vais prendre cette initiative et dire, bon, on a un patient dans la pièce et on dit, est-ce que on pourrait téléphoner à votre partenaire, à votre famille? Est-ce qu'on peut leur parler directement au téléphone? Donc, il s'agit ici de prendre cette initiative-là. C'est vraiment un appel à l'action que vous avez mentionné ici. Ce n'est peut-être pas quelque chose qui est très fait autour de nous, mais cela vient suivre ces principes, ces valeurs pour avoir une communication plus robuste au sein aussi de tous les différents moyens de communication que nous avons autour de nous. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire, et peut-être des choses qui n'ont jamais été faites. Donc, il s'agit maintenant d'initier tous ensemble. Par rapport à la perspective des patients, est-ce que vous voudriez quelque chose de nouveau dans les soins de santé? Comment est-ce qu'est-ce qu'il faut considérer pour la sécurité? Moi, personnellement, dans mon expérience vécue, j'ai plusieurs choses, mais ce que je voulais dire, moi, quand j'ai dû faire ma greffe de cellules souches, et comme j'avais les rayons et mon oncologue, à ce moment-là, appelait mon mari tous les jours pour lui donner des mises à jour. Parce que moi, personnellement, j'avais des fluides, des intraveineuses, j'avais tellement de douleurs que je ne pouvais pas parler à ma famille. Et donc à ce moment-là, ils appelaient ma famille, ils les tenaient au courant et je trouvais que c'était très chouette parce que des fois, en tant que patient, on peut même pas digérer ce qu'on est en train de vivre. On est en train d'avoir tellement de choses à gérer. Donc, avoir cette communication ouverte avec les partenaires, avec le mari, avec la femme, avec la famille, c'est très important. Et donc, voir les patients en tant que membres de l'équipe et non pas des cas. Souvent, on parle d'un docteur, voilà, mon patient a un cancer, il faut que je le soigne, etc. Donc, c'est très important. On peut poser des questions assez simples, par exemple, comment est-ce que vous gérez cela par rapport à votre culture aussi, avoir de l'empathie pour créer des conversations plus curieuses. Et parfois, c'est difficile pour des personnes qui viennent d'arriver, peut-être ils font des erreurs, etc. Mais nous sommes tous des humains. Donc, avoir cette compréhension pour le patient en tant que membre de l'équipe, c'est vraiment très important. Ah oui, Arjit, oui, effectivement, cela a été cela a vraiment fait écho chez nous, notre public. Oui, oui, oui. À chaque fois que nous entendons une nouvelle sagesse, peut-être qu'elle vient d'une nouvelle voix, de quelqu'un d'autre, eh bien, cela vient faire écho chez différentes personnes à différents moments. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir partagé vos perspectives. Je pense on va passer maintenant aux dernières réflexions sur ce sujet avant qu'on passe à nos offres de fin. On veut peut-être faire un petit questionnaire, une question, pardon, vous pouvez commencer à réfléchir sur cela. Je voudrais parler à Lorraine d'abord. Comment est-ce que vous menez cela, vous? Une des choses qu'on fait ici, c'est un guide. C'est une invitation
méditation pour regarder de manière plus large comment nous regardons, comment nous voyons la sécurité et donc la sécurité psychologique, culturelle, etc. Et donc, merci beaucoup d'avoir partagé cela dans le clavardage déjà. En fait, la présence de sécurité est beaucoup plus que l'absence de préjudice. C'est vrai, on se concentre surtout sur les taux de préjudice, les besoins avec des chiffres, etc. Et bien évidemment, il faut continuer d'avoir ces statistiques. Mais en fait, la sécurité veut dire quelque chose de beaucoup plus large, bien évidemment. Donc, je voudrais vous demander à tous et à toutes, qu'est-ce que ça veut dire en fait la présence de sécurité pour vous? Lorraine, peut-être? Pour moi, la présence de sécurité, il s'agit de respect, il s'agit de confiance. Il y a des interactions avec le fournisseur de soins de santé. Déjà, j'ai besoin d'avoir la confiance en vous, que vous allez faire la meilleure chose pour moi et me proposer le même traitement. J'ai besoin de respect en tant qu'être humain. Je veux que vous me donniez la même qualité de soins à moi comme à n'importe qui. Oui, ben comme ça, on referme le cercle qu'on avait lancé au départ avec le respect et que lorsqu'il y a du respect, alors la sécurité est en place. Et pour toi, Argit, qu'est-ce que signifie la présence de la sécurité? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Eh bien, pour moi, je suis d'accord avec Lorraine. C'est en fait le respect, la confiance. Et en tant que patiente, je peux parler librement de certaines choses et je suis comprise par l'équipe parce que je sens qu'ils ont vécu cette expérience et donc avoir cette confiance avec entre les fournisseurs de soins et le patient, c'est très important. La sécurité, c'est le silence après quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Donc, il y a deux paroles importantes, la sécurité, la confiance et le respect. Merci. Nancy? Eh bien, moi aussi, je pense à la sécurité holistique comme Harjit et Lorraine l'ont décrite, mais je pense aussi qu'individuellement et en tant que système, la sécurité, ce serait aussi de se préparer. Et souvent, lorsqu'on pense à ces deux choses, les erreurs en matière de médicaments et combien de personnes sont mortes dans les hôpitaux, les complications après les soins, il y a des choses qui ont eu lieu et lorsqu'on regarde en arrière, lorsqu'on pense à ce qui s'est passé, c'est génial parce que on voit une graphique et on peut penser à des actions pour m'améliorer. Mais en fait, ça fait rien quand au système de santé qui change très vite, qui est amorphe, que les patients au niveau microscopique, et on voit les systèmes des autorités de santé, système micro, et puis après, au système macro, au système au général, il faut avoir des actions et la capacité de s'adapter pour être sûr que les patients soient en sécurité. Et je pense pas qu'une politique va changer les choses parce qu'en fait, ça veut pas se connecter verticalement avec toutes les couches du système de santé. En fait, pour que ça marche, ce qu'il faut avoir, ce sont des valeurs, des croyances. Et comme Christine a dit, de pourquoi on vient travailler et avoir de très bonnes collaborations, de très bonnes équipes de travail et aussi un bon système qui peut être souple et s'adapter sur le moment, sur le terrain, de quoi on a besoin maintenant. En fait, probablement, vous êtes la personne qui peut s'assurer que les choses soient sûres. Peut-être qu'il faut y réfléchir et faire quelque chose, mais il faut euh, donner au
aux employés la possibilité d'adapter le travail sur le moment pour s'assurer de la sécurité de tous et en même temps être sûr que cela se connecte de manière verticale sur toutes les politiques et que l'on peut planifier tous ces changements dans le système parce que ils ont lieu, ils peuvent avoir lieu. Et si on se prépare pas à temps, ben, on est toujours à essayer de se mettre à jour et les patients vont être toujours en manque de sécurité. Donc, je pense que c'est un peu plus du fil sur lequel je pense lorsqu'on pense de la sécurité holistique, mais aussi de se préparer à la sécurité pour être sûr qu'on peut livrer les meilleurs soins possibles. Merci d'offrir cela. Oui, moi j'ai vraiment écouté un besoin de flexibilité, l'absence de rigidité, d'avoir un système vraiment amorphe qui va vraiment refléter une manière où nous pouvons soutenir la pratique dans toutes les couches du système. Comme tu l'as dit, il ne s'agit pas d'avoir plus de politique, il s'agit d'être plus souple, plus flexible et que les personnes aient aussi cette responsabilité personnelle d'agir, d'assumer, de dire qu'est-ce que je peux faire? C'est peut-être pas dans ma description de poste personnel, mais je suis ici pour servir de la meilleure manière possible. C'est pour ça que je fais partie des soins de santé, c'est pour ça que je suis là. Alors, comment est-ce que je peux prendre, moi, une initiative pour vraiment m'assurer que cette personne qui est face à moi soit en sécurité? C'est vraiment un message très fort. Christy, est-ce que tu voudrais clôturer cette partie? Oui, bien sûr. Je pense que la présence de sécurité va signifier quelque chose de différent pour chacun des patients qui se trouvent à l'hôpital. Ça peut signifier pour moi, par exemple, avec mon fils, c'était que j'ai vu l'infirmière se laver les mains. Ça, pour moi, c'était la sécurité. Ça a signifié, c'était énorme pour moi. Et vraiment, quand je lui ai posé la question, est-ce que vous vous êtes lavé les mains? Je lui ai dit, voilà, moi j'ai peur des microbes, je me sens pas sûre, et j'ai vraiment besoin de voir que vous vous lavez les mains. Et donc, pour moi, ça, c'était la présence de la sécurité dans ce contexte. Et maintenant, j'ai une amie dont sa maman est à l'hôpital, et pour elle, la sécurité, ça veut dire qu'elle peut appeler la station des infirmières et qu'une infirmière va répondre à ses questions concernant sa maman à n'importe quel moment pendant la nuit. La personne qui est toute seule à l'hôpital, qui n'a personne à son chevet. Pour elle, sa personne, c'est d'être sûre que l'alarme d'appel elle peut, qu'elle peut la toucher, qu'elle peut appeler les infirmières. Ce sont des choses qu'on sait qu'elles sont là, on les a documentées. C'est des choses que l'on fait pour s'assurer que les patients sont en sécurité. Mais la sécurité va vouloir dire quelque chose de différent pour chacun des patients. Donc, si on continue sur le fil de ce que tout le monde a dit, j'ai vraiment pris énormément de notes, mais il s'agit de vraiment écouter les gens, de savoir où ils se trouvent, quels sont leurs besoins. La sécurité, c'est peut-être d'avoir quelqu'un qui parle votre langue pour obtenir les soins dont vous avez besoin. C'est peut-être l'interprète sur les roulettes dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment des choses qui garantissent la présence de la sécurité. Et c'est un grand effort établi par non seulement les systèmes, mais par les personnes. Et je suis d'accord avec Nancy, c'est pas les politiques qui vont améliorer les choses. En fait, parfois, il faut rompre les règles pour améliorer la situation. Il faut penser aux choses de manière un peu différente pour garantir la sécurité pour tous nos patients. Merci, c'est une excellente manière de clôturer les choses, que de dire que la sécurité, ça veut dire quelque chose de différent pour chacun. Et ça me rappelle d'une ressource qu'on avait développée sur comment avoir des discussions concernant la sécurité. Ça revient sur l'une de vos suggestions, Nancy, comment avoir ces discussions. Donc, je vais mettre un lien sur la boîte de discussion, sur le clavardage, sur ces activités pour un peu stimuler les personnes qui l'ont déjà fait pour avoir ces discussions. Comment avoir donc ces conversations pour comprendre ce que cela veut dire que la sécurité pour les personnes et pour pouvoir y répondre d'une bonne manière. Et ça me fait aussi penser à ce que cela veut dire pour moi, le travail qu'on fait à la Colombie-Britannique et ailleurs, des ressources pour connecter les gens et et je sais plus quoi dire. En fait, je ressens de la gratitude dans mon cœur pour chacune d'entre vous.
euh, pour votre courage de partager de manière ouverte et vulnérable, de nous donner autant de sagesse. Je suis vraiment très heureuse. J'ai réussi de temps en temps à regarder un peu le clavardage, mais je vais prendre mon temps tout à l'heure parce que vraiment, il fallait être vraiment présente ici. Il y avait tellement de partage dans cet espace. Et je voudrais inviter tout le monde en ligne, si vous le souhaitez, si vous souhaitez continuer à partager avec Excellence en Santé Canada, avec le travail qui a lieu maintenant. On a un challenge en ce moment. C'est un programme qui soutient les organisations de soutien de soins de santé pour lancer ou améliorer des initiatives qui garantissent que les patients reçoivent les soins corrects au bon moment et au bon endroit. Et bien sûr, cela est différent selon les différents contextes. Donc, on vous invite tous à vous joindre à nous dans ce mouvement. Et vraiment, l'un des thèmes principaux, c'est comment garantir l'utilisation de nos départements d'urgence. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez le faire même dans les applis. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos environnements? Eh bien, cela fait partie de ce challenge. Et vous pouvez même gagner un prix monétaire. Donc, euh, cela peut vraiment nous aider. Donc, si vous participez à partir euh, et vous pouvez donc, je vais mettre les liens. Donc, n'hésitez pas pour le public. Merci de vos commentaires, de votre participation. On vous enverra un lien par email avec euh, pour vous connecter avec autant de ressources que possible. Et maintenant, on va lancer un sondage. Donc, si vous pouvez rester, votre feedback est très, très important pour nous. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous ce que vous avez pensé de la session d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas. Merci beaucoup, Dr. Hamburg, Lorraine, Arjit, Chrissy, de votre partage, de votre énergie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite tous une bonne journée. Merci.